No, you won't. Until you try, you never can. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Au micro, Cristina Rosati. Aujourd'hui, nous parlerons des JO de l'été 2024, mais bien sûr, nous les ferons du côté des plus démunis, des précaires et des sans-voix. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur notre site comitedesfamilles.net ou bien passer par notre compte Twitter VIH Radio ou notre page Facebook Comité des Familles. N'oubliez pas que nous sommes un podcast sur notre site, mais aussi sur Apple Podcast, Spotify et Audioblog. « 75 organisations dénoncent les nettoyages sociaux en Île-de-France en amont des prochains JO de l'été 2024. Il s'agit d'un vrai revers de la médaille, nom du collectif dont il faut partie ces organisations. Nous en parlons aujourd'hui avec Médecins du Monde. On a le plaisir d'avoir en plateau Milou Borsotti. Enchantée et bienvenue. Et on a aussi Guillaumette Socaché. C'est bien ça, bienvenue. Et aussi avec Acceptesté, June Luca, bienvenue. Merci. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ces JO. Ça fait longtemps que c'est un sujet que nous voulons porter à l'antenne, mais pas de manière banale. En fait, ce collectif, les revers de la médaille. Déjà, on peut commencer par cela. Quand est-ce que vous avez fait le constat et constitué ce collectif ? Le constat, il a commencé déjà il y a quelques mois. En réflexion, je pense qu'énormément d'associations avaient déjà l'idée que les JO allaient avoir un impact délétère sur une très grande partie des personnes qui vivent ou travaillent ou ont besoin d'accéder à l'espace public où se trouvent des associations. Donc ce constat, il est là depuis longtemps. Et il y avait l'idée aussi que on voulait du coup apporter une réponse, pas 1 mois ou 2 mois avant le début des Jeux Olympiques, mais bien en avance, afin de justement limiter cet impact délétère, de mettre en place des plans de substitution des associations, de solidarité, et pouvoir dès maintenant s'organiser pour limiter au mieux cet impact. Du coup, le collectif en lui-même, quant à lui, a été démarré en début de ce mois-ci, début novembre. Il a été démarré avec la publication d'une lettre ouverte qui a donc été signée par 75 associations et par une action donc de visibilisation directement sur le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, avec des affiches et une projection lumineuse sur le site pour d'ores et déjà alerter le comité, les organisateurs, mais aussi l'État, les élus de la mairie et le grand public sur cet impact-là des JO. Alors, 75 organisations, c'est beaucoup. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu quelques-unes, en fait ? C'est de quel domaine c'est quel type d'organisations qui font partie ? En fait, ce qui est très intéressant dans le fait qu'on ait 75 organisations, déjà c'est rare d'arriver à réunir 75 organisations sur un sujet commun, et au-delà de ça, c'est des organisations assez différentes, mais qui ont toutes effectivement comme point commun d'intervenir avec et pour des personnes dont la survie dépend effectivement de l'accès à l'espace public. Et du coup, nous, on a identifié 4 publics un peu principaux, et donc ces assos interviennent auprès de ces 4 publics, des personnes exilées, des personnes qui sont isolées à la rue ou exilées ou françaises, des personnes travailleuses du sexe et des personnes usagères de drogue. Donc on a vraiment tout un panel d'associations. On peut citer par exemple Emmaüs, Médecins du Monde, Acceptesté, qu'est-ce qu'on a, Action contre la faim, le Barreau Solidarité Paris, on a le CASP, enfin voilà, tout un panel d'associations qui sont effectivement toutes alarmées par la situation et
l'évolution de la situation. Oui, du coup, ça fait longtemps que ces associations, vous discutez depuis longtemps, même si c'était lancé seulement en un séjour, le collectif. Le revers de la médaille, que d'ailleurs, c'est un très beau titre, un nom, c'est très parlant, en fait. J'ai beaucoup aimé l'action de communication que vous avez fait pour sortir. C'est très fort. D'ailleurs, il a eu déjà un impact, comme vous disiez, médiatique assez grand. Mais on essaye un peu de rentrer dans les détails. Non, vous disiez que c'était parti, le constat, ça vient pas de ce mois-ci, ça fait quelque temps. Est-ce que vous pourrez un peu, chacun dans votre domaine, un peu nous détailler qu'est-ce que vous avez remarqué, qu'est-ce que s'est passé, qu'est-ce que ça a alerté vos associations et vous-même? June? Je peux parler de la situation d'Accept Testé. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas cette association, c'est une association de santé communautaire, de lutte contre le VIH et qui lutte également contre les discriminations et les violences faites aux personnes trans, notamment celles qui cumulent des facteurs d'exclusion et de vulnérabilité, donc des personnes trans qui sont migrantes, qui sont travailleuses du sexe et qui, pour certaines d'entre elles, sont concernées par le VIH. Donc, nous, on est une association qui existe depuis 2010. On est agréé par l'Agence régionale de santé. On accompagne à peu près 3500 personnes par an. Donc, on a des fois tendance à penser que le public trans exilé, c'est anecdotique en nombre, mais pas du tout. Et donc, nous, effectivement, depuis plusieurs mois déjà, on constate que les usagères de l'association nous rapportent des situations de violence, notamment de violences policières, mais aussi de plus en plus de personnes qui sont concernées par des obligations de quitter le territoire français. Des OQTF qui sont distribuées en particulier dans le cadre du travail du sexe. C'est-à-dire, quand elles sont dans la rue, visibles, elles sont plus facilement victimes de ce genre d'arrêtés. Et donc, nous, on observe des situations où elles sont indirectement criminalisées ou directement parce que depuis 2016, il y a une loi qui s'appelle la loi de pénalisation des clients. Et donc, les travailleuses du sexe ne sont plus censées être verbalisées pour exercer le travail du sexe dans la rue. Ce sont leurs clients. Cependant, on observe là, depuis quelque temps, une double criminalisation. C'est-à-dire qu'il y a toujours une pénalisation des clients, mais les filles, en plus d'obligation de quitter le territoire français quand elles sont contrôlées, se prennent des interdictions de retour. Une interdiction de retour, c'est par exemple quand on est considéré comme un trouble à l'ordre public. Et le trouble à l'ordre public qui est invoqué dans ces arrêtés-là, c'est des exhibitions sexuelles, par exemple, dans le cadre du travail du sexe. Donc là, il y a une véritable volonté de chasser les personnes de leur lieu de travail, de les faire reculer plus profond dans les bois. Et donc, on a une espèce de confinement des personnes elles-mêmes et une exposition aux violences qui est énorme. Et surtout, des personnes qui, parfois, ont des pathologies chroniques, sont concernées par le VIH et ne peuvent plus se soigner correctement. Et June, comment vous liez ça à l'organisation autour des JO? Nous, c'est un peu un mélange entre l'organisation des JO plus la loi Asile et Migration qui est en train de se voter en ce moment. On sent qu'il y a une volonté de nettoyer. En tout cas, autour de nos publics, c'est quelque chose qu'on ressent très fort. On a eu un exemple à Saint-Ouen il n'y a pas longtemps. On a un bâtiment où on a une quarantaine de femmes trans qui sont des femmes trans migrantes qui habitent. On leur a dit, 31 mars, c'est fini, vous partez sans aucune sans aucune proposition de relogement. Et on sent que ces contrôles sont de plus en plus fréquents et qu'il y a une véritable organisation autour de ce nettoyage-là. Une volonté de faire reculer.
Oui, de nettoyage visuel, presque, C'est de ne ça. pas les voir en fait. Vous allez vous mettre au fond de bois et du coup, comme tu disais, plus exposé aux violences. C'est ça, Mm. c'est ça, parce que on pousse les filles à aller travailler dans des lieux qui sont sombres, qui ne sont pas éclairés la nuit, et nous en tout cas, à Accept ST, on accompagne un public de femmes trans, donc qui dans l'espace public sont surexposées aux violences. Et donc quand on les met à bosser plus dans l'obscurité, ça donne une exposition aux violences qui est terrible, hein. Nous, depuis 2018, on a plusieurs femmes qui sont mortes, plusieurs femmes qui sont presque mortes. Donc nous, c'est une véritable alerte. Et donc nos réflexions autour des JO, elles ont commencé il y a plusieurs mois déjà. Et on sait que ça va être pire, malheureusement. Et c'est pour ça que quand on nous a proposé, nous, de rejoindre ce collectif, on n'a pas hésité une seule seconde. C'est vrai que nous, notre position, à la base, elle est plutôt de dire on est contre les JO tout court. Et vu l'état des lieux que nous, on fait de la situation de nos publics, il n'y a pas d'alternative possible. Cependant, on est aussi conscient que pour obtenir des choses concrètes pour nos publics, des choses qui soient matérielles, il faut qu'on puisse trouver un compromis. Et c'est pour ça que nous, on a accepté de se joindre à ce collectif. Oui, on va tout à l'heure parler un peu de ce que veut ce collectif Les Revers de la Médaille. Par rapport à ce que tu as dit, effectivement, pour nos auditeurs, tu as cité la loi des pénalisations des clients. Je renvoie à nos anciens podcasts dont on a parlé justement avec l'association Accept ST. Et tu as cité aussi la loi Asile-Immigration. C'est quelque chose qu'on a suivi et qu'on continuera malheureusement à suivre dans ce prochain mois de décembre. On va revenir sur ces choses, mais je propose que aussi, du coup, Médecins du Monde, soit Milou, soit Guillemette, vous commencez à nous parler de vos constats particuliers dans vos domaines. Du coup, côté exilé par rapport à Milou, ou côté plus personnes dans la rue précaire par rapport à Guillemette. Qui veut commencer ? Je peux commencer. Donc moi, du coup, je travaille sur un programme qui s'appelle Pas de santé sans toi, TOIT à la fin. On est 2 salariés et une vingtaine de bénévoles sur ce programme. Et on intervient à travers 2 grosses activités, un accueil et des maraudes auprès de personnes en rue, souvent isolées, voire très isolées, qui présentent des problématiques de santé plus ou moins graves. Très concrètement, en fait, on a 4 activités par semaine. On travaille énormément avec l'ensemble des maraudes sociales et le SAMU social pour faire intervenir nos médecins, du coup, auprès de personnes qui donc ont des problèmes de santé et qui très souvent, malheureusement, n'ont pas accès aux hôpitaux, aux centres de santé, aux centres sociaux, pour différentes raisons. Ce qu'on observe sur les JO, ça rejoint un peu ce que disait June, c'est-à-dire que ça fait plusieurs mois qu'on fait le constat de plusieurs choses qui ne vont pas du tout dans le bon sens. Il y a notamment une vraie tendance... nous, on le qualifie de harcèlement en fait de personnes isolées en rue, notamment sur des zones un peu stratégiques et qui le seront encore plus pendant les JO. Je pense par exemple à la gare du Nord, qui va être une sorte de vitrine en fait pour les différents athlètes, les personnes qui vont venir, dans le sens où ça va devenir un gros hub pour toutes ces personnes-là. Avoir des personnes en rue, souvent dans un état très dégradé, forcément ça fait un peu tâche dans la communication que veut présenter le comité d'organisation. Et du coup, on a des partenaires qui nous ont rapporté le fait que tous les jours, ou presque, en tout cas il y a quelques mois c'était le cas, il y avait des policiers qui demandaient plus ou moins gentiment aux personnes donc, situées autour de la gare du Nord de se déplacer un peu plus loin, ce qui bien sûr ne résout absolument pas le problème des personnes concernées et ce qui en plus représente un vrai danger et pour leur santé mentale et pour tout le reste. Donc il y a vraiment ces déplacements forcés dans des zones vraiment stratégiques. C'est aussi le cas sur certains arrondissements qui seront particulièrement concernés par les JO. Je pense par exemple aux arrondissements centraux ou de l'Ouest, dans lesquels il y a déjà eu en fait, des événements qui ont été considérés comme des tests pour l'organisation réelle des JO.
en juillet prochain. Et en fait, ces tests ont nécessité du coup de faire place vide sur des territoires sur lesquels il y avait du coup des personnes isolées à la rue, donc des maraudes sociales qui a priori sont censées créer un lien de confiance avec les personnes, ont été amenées en fait très régulièrement à demander aux personnes de se déplacer uniquement pour que ces événements de test aient lieu, ce qui du coup bien sûr est choquant. Et en parallèle, et dernière chose, nous ce qui nous alerte dès maintenant énormément, et en plus c'est déjà le cas depuis malheureusement plusieurs dizaines d'années, c'est qu'il n'y a pas assez d'hébergements à Paris, en banlieue et partout en France. Et cette tendance, elle a tendance à s'accentuer du coup avec les JO, notamment parce que une partie des hôteliers qui sont donc conventionnés et payés par l'État pour accueillir du coup des personnes en situation de précarité, sont en train de fermer leurs places. À Paris, on estime à 3000 places qui seraient fermées en lien avec les JO. C'est toujours très difficile de savoir. Bien sûr, il n'y a pas de note écrite expliquant que c'est directement lié aux JO, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que forcément c'est plus lucratif d'accueillir des touristes qui vont venir pour les JO que d'accueillir une famille, une personne isolée pour du coup un temps plus ou moins long. Donc voilà, ces 3000 places très concrètement, ces 3000 places fermées très concrètement, c'est 3000 personnes en rue. On a déjà des témoignages de personnes à qui on a demandé 48 heures, 24 heures avant la fermeture de leur hôtel social pour du coup rénovation et ensuite relocation à des touristes, de empaqueter leurs affaires avec parfois leurs enfants pour être amenés dans des centres ou d'autres hôtels souvent très éloignés de leur lieu de vie du coup de base. Et nous, on se pose la question forcément en tant que médecins du monde, et pour les déplacements forcés en rue, et du coup pour ces personnes auparavant hébergées en hôtel social, quel suivi social ? Comment en fait continuer à accompagner des personnes qui du coup sont trimballées à gauche à droite, et surtout quel suivi médical, notamment pour des personnes qui sont vraiment dans des situations médicales extrêmement dégradées. On a, nous, par exemple, en rue, des personnes qui souffrent de cancer, on a des personnes, malheureusement, qui souffrent de VIH aussi, et on sait à quel point une attache à un médecin, à un hôpital, à un centre de santé est déterminante. Donc voilà, être dans le 91 alors qu'on est suivi à Tenon, à la Salpêtrière, ça n'a pour nous aucun sens. Et par rapport à ces hôtels que tu disais qui ferment pour être rénovés après pour servir pour les touristes ou pour les athlètes, peut-être, en fait, il n'y a pas de retour en arrière après les JO, parce qu'une fois qu'ils ont passé le cap, j'imagine, du tourisme, ils vont rester dans ça. Ils ne vont pas revenir à hôtel social. Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça que c'est une tendance qu'on observe depuis à peu près 1 ou 2 ans, dans le sens où pendant le Covid, donc en 2020-2021, la plupart des hôtels n'ont pas pu accueillir de touristes, forcément, puisqu'il n'y en avait plus. Donc une partie des hôteliers se sont tournés vers l'État pour du coup devenir hôtels sociaux. Ils ont profité, disons-le, d'une manne financière, dans le sens où c'est extrêmement cher. Enfin, l'État paye beaucoup, beaucoup d'argent pour du coup que ces hôtels accueillent des personnes. Et une fois du coup que le tourisme a repris, donc il y a maintenant 1 ou 2 ans, les hôtels sociaux ont recommencé à devenir des hôtels classiques et du coup à expulser les gens. Et là, c'est effectivement encore plus lucratif et encore plus intéressant d'accueillir des touristes. Et ça le sera pour effectivement les prochaines années. Nous, c'est aussi pour ça qu'on est extrêmement inquiets. C'est qu'on sait que c'est pas uniquement avant et pendant les JO, mais ça sera aussi après les JO. Et il y a peu de signal de la part du gouvernement ou de l'État par rapport à des ouvertures prochaines de places, voilà, une espèce de rééquilibrage de ce qui potentiellement pourrait être du moyen terme ou du court terme, quoi. Oui, tu parlais de ces tests aussi, de déplacer les gens, d'expulsion. C'est quelque chose qu'on voit à Paris souvent, par exemple dans la zone de Stalingrad ou de la porte de la Chapelle. On sait que des fois, le trafic du crack, ça se déplace d'un coin à l'autre. Qu'est-ce qui se passe en fait quand ils les chassent? Ils font quoi ces personnes en fait? Ils sont ensemble, ils vont se déplacer quelque part. Peut-être Milou, il va répondre à cette question. C'est ton côté, c'est plus oui, toi qui t'occupes de ces questions. Je peux répondre à cette question. C'est en effet, nous on est donc la mission mobile des maîtres de Médecins du Monde auprès des personnes exilées. Donc des personnes exilées, c'est des personnes qui
viennent d'arriver en France ou bien qui sont là depuis déjà un certain temps et qui ont demandé l'asile, voire qui ont eu une demande d'asile refusée et qui du coup sont en situation d'irrégularité, mais qui sont sur le territoire français et dans des situations du coup de non-accueil. Donc ces personnes sont des personnes en effet qui faute de moyens et faute de places en hébergement disponibles, vont se retrouver dans des situations de campement, donc comme vous disiez à La Chapelle, ou bien, porte de la Chapelle, ou bien sous la ligne du métro 2, ou vers Stalingrad. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec du coup nos craintes sur les JO, c'est qu'on n'est pas face à un phénomène qui est nouveau, ou qui a complètement révolutionné la façon dont on gère ou s'occupe des personnes qui sont en situation de précarité ou de rue, mais on est sur un phénomène d'accélération et de renforcement de politiques qui étaient déjà en place, de politiques de non-accueil, de politiques d'invisibilisation des personnes à la rue, ou de politiques qui sont une réponse sécuritaire sur cet aspect-là, en considérant les personnes à la rue ou les personnes qui travaillent dans l'espace public comme des troubles à l'ordre public. Donc, pour cette question-là, et du coup, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que l'État a décidé de faire de ces personnes qui sont là et considérées comme un trouble à l'ordre public, c'est bien entendu de les sortir de Paris et de la région d'Île-de-France. Puisque les JO seront ici, et il y a une grande image de marque autour des JO, et vraiment une question de se montrer de manière la plus noble et belle, et d'un Paris romantique. Donc on ne veut pas qu'il y ait de choses, de taches à l'œil. Je me semble que le préfet avait utilisé l'expression de délinquance de physionomie. Donc c'est-à-dire vraiment l'idée de la façon dont on apparaît. Et donc on va les envoyer en région. Donc ces envois en région, ils se font notamment par exemple avec la création des SAS. Donc les SAS sont des centres de tri dans lesquels sont envoyés par exemple une grande partie des populations exilées qui vivent en campement, et dans lesquels, donc il y en a à Bordeaux, il y en a à Besançon, il y en a à Angers, il y en a à Marseille, et ils sont tous en dehors de Paris. L'idée donc, ça a été créé en début d'année, on a environ plus de 600 personnes qui y sont déjà allées, il y a un roulement assez fort sur ces lieux, c'est de prendre 3 semaines pour examiner la situation de la personne, et au bout de ces 3 semaines, soit trouver une solution, soit la remettre à la rue. On a énormément de témoignages de personnes pour lesquelles il n'y a pas de solution, parce que le parc résidentiel est complètement saturé, ou parce que les logiques administratives font que les personnes n'ont pas de possibilité d'être régularisées. Donc elles sont remises à la rue, mais remises à la rue en dehors de Paris, dans les régions. Donc, in fine, cet objectif court-termiste qui est celui de l'État, et dans sa gestion, du moins, des personnes en situation de rue ou travaillant, en situation de rue et en exil, est celle-ci. Par exemple, mais on voit que c'est des solutions court-termistes, parce que, par exemple, pour les personnes usagères de drogue, encore une fois, on a différents points de fixation, mais on a une politique qui est celle du 0 point de fixation. Donc on va constamment harceler, et harceler est le bon mot. Il a d'ailleurs été aussi employé par Darmanin en octobre dernier devant le Sénat, où il disait qu'il nous reste 18 mois pour harceler et nettoyer, en parlant des personnes, en parlant de la délinquance en elle-même. Et donc on va les harceler pour les faire se déplacer, et in fine jusqu'à ce que soit elles se dispersent complètement, ce qui n'arrivera pas, soit elles soient dans un endroit qui soit suffisamment peu visible et intéressé pour que finalement on les y laisse tranquilles, parce qu'elles ne dérangent plus l'ordre public. Mais c'est un gros problème pour les associations, parce qu'en fait cette politique d'invisibilisation, elle fait, comme disait June, elle empêche les associations de pouvoir faire leur travail, d'aider, d'accompagner les personnes, même aussi par exemple sur les questions des campements pour les citoyens ou des collectifs solidaires. C'est pas la même chose si un campement est perdu sous un pont à Bobigny où personne ne passe, ou s'il est à Stalingrad avec des citoyens autour qui sont vigilants, mobilisés et qui regardent la chose. Voilà pour en quelque sorte l'idée. Donc c'est vraiment ce nettoyage social, c'est d'amener les personnes en dehors de Paris. Potentiellement il y aura des gymnases qui seront ouverts au fin fond de certaines de la région Île-de-France au moment des JO en elles-mêmes, ou alors avec les SAS envoyés encore plus loin. Et si je peux juste compléter, là où on voit l'absurdité de la situation et à quel point rien n'est fait en fait pour les personnes, mais tout est fait effectivement pour ce que l'œil va voir de Paris et ce que les touristes vont retenir de Paris, c'est le fait qu'apparemment des collègues nous disaient que certaines personnes donc, qui vivaient à Paris en campement en rue ont été envoyées dans ces SAS régionaux, ont déjà été
sortis de ces SAS régionaux sont revenus à Paris pour être de nouveau réenvoyés dans ces SAS régionaux. Donc déjà en quelques semaines, quelques mois, on voit cette logique complètement absurde qui, encore une fois, a des conséquences mais inimaginables sur le suivi des personnes, sur leur santé, sur effectivement leur accès à des associations, etc. etc. Et en plus, ça a un double tranchant, c'est-à-dire que si en région, il y a ces centres, les personnes qui vivent dans ces régions, ils vont se sentir, entre guillemets, envahis par des nouvelles personnes qui arrivent, et du coup, ça peut aussi forcer encore au racisme, à l'envie de chasser les personnes qu'on considère plus précaires de son territoire, qui jusqu'à hier était, entre guillemets, parfait. Il n'y avait pas ce genre de choses qui se passent dans la capitale. Et du coup, c'est terrible. J'imagine que du coup, c'est quelque chose qui vient bien avant et que ça va continuer. En fait, la crainte, j'imagine, pour tous vous, c'est plutôt après. Parce qu'on prépare tout ça, ça va être un pic au niveau des JO, mais ça va continuer dans ce sens. Et il y a plusieurs choses, comme disait June au début, la loi asile immigration, il y a plusieurs choses sur lesquelles tous, j'imagine, vous travaillez, qui vont rentrer en jeu. Mais si on essaie de se concentrer déjà sur aujourd'hui, comment ça va évoluer pour vous? Qu'est-ce que sont les objectifs de ce collectif? Qu'est-ce que vous essayerez de faire? Qu'est-ce que vous avez demandé au pouvoir public? Du coup, déjà peut-être en préambule, et quand on parlait aussi des impacts, c'est bien de le rappeler. Donc là, on a parlé des personnes exilées, des personnes trans, des personnes travailleuses du sexe, ou des personnes sans abri. Mais il y a aussi énormément d'autres publics qu'on ne représente même pas ici autour de la table, qui sont impactés, des personnes en situation de mal logement, des personnes roms, des personnes qui sont sur des bidonvilles, et j'en oublie certainement encore beaucoup. Par exemple, il y a aussi un impact sur le milieu carcéral, puisqu'on va avoir des situations de comparution immédiate, on va avoir une surpopulation carcérale avec cette volonté de combattre la délinquance. Donc il y a vraiment énormément d'impact. Et l'idée du coup de ce collectif, c'était d'avoir vraiment l'image la plus globale possible. Donc on a une approche pour l'instant qui est assez gentille et qui se veut assez gentille, puisqu'on dit pour l'instant on n'est pas encore contre les JO, même si on a toute une large panel d'associations avec des positionnements divers, dont Accept ST qui est contre les JO et bien d'autres associations aussi. Là, pour l'instant, dans l'idée, c'était de réussir à avoir un message où on puisse avoir toutes les personnes qui se réunissent et porter un message commun et fort. Donc c'est ce qui nous a permis, entre guillemets, ce message gentil, d'avoir aussi des grosses associations comme Action contre la faim, comme Emmaüs, qui puissent nous rejoindre. Et du coup, pour l'instant, nos trois revendications principales, mais qui seront amenées à évoluer, puisque tout est en discussion, et l'idée, c'est vraiment d'avoir un collectif où l'on puisse débattre et échanger de tout. Mais les trois premières recommandations qui étaient dans la lettre ouverte sont, d'une part, l'arrêt des expulsions et évacuations sans solution pérenne derrière, et en dehors de la région Île-de-France pour les personnes pour lesquelles ça ne serait pas pertinent. En premier. En second, c'est la participation des associations dans les comités de pilotage qui sont parfois déjà en place ou qui ont tardé à être en place, mais du moins une concertation des associations sur ce que comptent faire les pouvoirs publics de ces problèmes-là. Et même plus qu'une concertation, un travail qui soit fait ensemble et qui soit validé par les associations, puisqu'on ne peut pas s'imaginer laisser... les acteurs de terrain qui sont constamment auprès de ces publics et les accompagnent, complètement en dehors de toute solution ou de tout diagnostic même sur ces problématiques. Et la troisième demande qui est faite, en adéquation avec la volonté d'avoir, et là je cite le comité d'organisation des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques les plus durables, les plus solidaires, avec sous le mot de l'exemplarité, avec tous ces jolis adjectifs, mais que cette volonté soit vraiment portée jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on ait aussi un héritage social et durable pour les associations, pour ces publics qui sont dans des situations plus précaires, en adéquation avec ce vœu de solidarité qui sont portés par les JO. Et un héritage social, ça pourrait vouloir dire, par exemple, une augmentation ou des bâtiments... qui ont été construits, qui soient donnés au parc d'hébergement d'urgence, qui, on le sait, est extrêmement saturé en Île-de-France. Vous pensez qu'il peut y avoir des possibilités sur ce dernier point de vue qu'on puisse donner après
ça pour les plus précaires à la rue? C'est difficile à dire. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop de ce qui va en être fait, mais il y aurait une vraie carte à jouer, et c'est aussi une volonté qui est affichée par le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et encore une fois, ils ont une image de marque et une volonté de montrer ces JO comme exemplaires. Donc en tout cas, nous, on va en exprimer la demande, et ça ne serait que raisonnable de l'accepter. Oui, bien poussé sur ce point, vu qu'il affiche, pointer sur ça. Du coup, il a eu déjà des petits retours, en fait, par rapport à la publication de la lettre. Est-ce que des retours positifs ou négatifs? Pour l'instant, il y a encore assez peu de retours sur ces 3 demandes. Donc, il y a eu une action qui a été faite dimanche dernier devant le comité des Jeux Olympiques pour commencer à alerter sur cette situation qui a eu un très bon retentissement dans les médias, et qui a amené du coup au jeudi 9 novembre où du coup une délégation des associations représentatives du collectif des revers de la médaille a été invitée donc au comité d'organisation des Jeux Olympiques pour commencer à évoquer la question. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de retour de la part de l'État. Et en fonction du coup des réponses que l'on a apportées, du moins le collectif compte rester engagé et mobilisé sur ces demandes-là et mettre en place d'autres actions si les réponses ne sont pas obtenues. Peut-être juste pour compléter, ce qui est intéressant en termes de retombées médias, c'est que non seulement la presse et locale et nationale a été extrêmement intéressée par l'action qui a été faite du coup dimanche dernier. Donc elle a été très très reprise, partagée, etc. Et plusieurs de nos collègues ont été aussi interrogés par des médias internationaux. Je pense notamment au Canada, aux États-Unis, à l'Espagne. Preuve aussi que en fait, le monde entier a un peu les yeux rivés sur Paris, et qu'effectivement Paris a envie de donner cette image d'une ville et de JO exemplaires, et que c'est un peu une opportunité à saisir. Et là où on est très content, c'est qu'on a réussi à alerter, donc à la fois en France et à l'étranger, sur le fait que oui, on attendait un peu le comité d'organisation des Jeux Olympiques et du coup derrière l'État sur la vraie exemplarité de l'ensemble de cet événement sportif. Est-ce que vous pensez d'organiser des choses spéciales pendant la période, les jours du JO, du suivi renforcé du côté des médecins du monde, d'Accept ST? Pardon. Vas-y. Je pense que ça devra déjà se discuter avec les associations et le collectif en lui-même. L'idée, voilà, c'est qu'il y ait des choses qui émergent du coup de tout ce collectif, et que plus on est fort, la coalition de cause commune, et que c'est de là que ça émerge. Mais ça dépendra avant tout, j'imagine, des réponses qui seront données et des garanties qu'on va pouvoir recevoir, puisque pour l'instant on a 0 garantie. Donc en fonction des garanties qu'ils pourront mettre en place, et sur en effet la réponse à nos 3 demandes, si aucune n'est faite et qu'aucun plan substitution n'est mis en place, en effet il y aura encore des actions pendant la période des JO, et on peut imaginer que d'ici là en effet on n'aura pas non plus une garantie, et que des nouvelles actions vont être mises en place et d'autres vont suivre. La prochaine est déjà organisée. Oui, j'ai pensé plutôt à des actions de chaque association pour garder les liens de santé. Comme Guillaumette disait, le problème c'est que si on met quelqu'un à Besançon et là les médecins ici à Paris, il n'ira plus. Nous, en réalité, c'est ce à quoi je pensais quand tu parlais d'actions à mettre en place. Nous, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu pendant le premier confinement, le deuxième confinement, pendant la crise du Covid. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait un contrôle de l'espace public et surtout autour de nos populations, qui ne pouvaient plus travailler, on a dû se substituer à l'État et en tant qu'association, et jouer le rôle d'un palliatif en fait, à travers des distributions alimentaires, une mise à l'abri d'urgence avec notre fonds privé qui est alimenté par des dons privés. On essaye de trouver des réponses en urgence, parce qu'on sait aussi que les personnes trans à la rue sont particulièrement exposées aux violences, et qu'on ne peut pas laisser ça arriver. Donc potentiellement, si la situation
continue comme elle a commencé, c'est sûrement ce qu'on devra mettre en place à ce moment-là. Et nous, on est particulièrement inquiets aussi parce que on a un partenariat historique avec l'hôpital Bichat dans le 18e arrondissement, et que si les personnes doivent partir à droite à gauche et arrêter leur suivi, ça aura un impact indiscutable sur l'accès aux soins et surtout l'accès aux traitements antirétroviraux. Et donc, ça touchera aussi aux engagements de la France sur la fin, la supposée fin de l'épidémie du VIH d'ici 2030. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et June, du côté des personnes dans la rue? Au niveau Médecins du Monde, de manière générale, c'est un peu compliqué de se projeter, même si finalement ça commence à être dans peu de temps, notamment parce que, comme le disait Milou, il y a encore énormément de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, des questions très concrètes. Je pense notamment à un centre de soins qu'on a dans le 93, pas très loin de Paris, qui est situé à Saint-Denis, et potentiellement ce centre de soins va être situé sur une zone dite d'exclusion des Jeux Olympiques, c'est-à-dire que éventuellement ce centre qui accueille plusieurs milliers de personnes par an sera amené à fermer. Donc quid de toutes les personnes qui sont pour l'instant accueillies, accompagnées par ce centre. Et nous, au niveau vraiment plutôt action mobile, action d'aller vers, à Paris, il y aura donc aussi ces zones d'exclusion parce que du coup site olympique, parce que accueil d'athlètes. Nous, Maraude, est-ce qu'on pourra continuer à pénétrer dans ces zones? Est-ce qu'il y aura même encore des personnes à la rue dans ces zones? Donc il y a un peu toutes ces questions très pratico-pratiques qui pour l'instant restent encore une fois sans réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que non seulement on ne va pas lâcher l'affaire au niveau plaidoyer, c'est-à-dire qu'on va vraiment exiger des choses, comme le disait Milou, très concrètes avec les 3 points mentionnés plus tôt, et au niveau opérationnel pur, on va vraiment s'attacher à suivre les différentes personnes qu'on accompagne déjà pour s'assurer, si elles sont du coup expulsées en dehors de Paris, qu'elles puissent maintenir une forme de suivi et social et médical, et si elles restent dans Paris, qu'elles puissent continuer à aller dans les structures qu'elles connaissent déjà, donc encore une fois des hôpitaux, des centres de santé, des accueils de jour, etc. Je m'excuse, tout à l'heure je t'ai appelé June, c'est Guillaumette, pardon. On n'a pas de June, il a un. Et du coup, on va juste faire un dernier tour de table sur quelque chose que vous souhaitez vraiment dire à l'antenne, quelque chose qu'on n'a pas dit ou quelque chose qu'on n'a pas assez dit fort, que c'est pour vous c'est très important sur cette perspective des prochains Jeux Olympiques à Paris et des personnes plus précaires. Je vous laisse prendre la parole comme vous le souhaitez. Nous, du côté d'Acceptess, on voit vraiment ces JO arriver comme un accélérateur des politiques publiques qui sont déjà existantes ou en train d'être mises en place, c'est-à-dire une volonté d'exclure, d'expulser les personnes qui cumulent des facteurs de discrimination, d'exclusion. Donc nous, on a vraiment peur pour notre public, et on a un véritable enjeu de santé aussi autour de ces JO-là. On attend de voir un peu quelles seront les propositions pour nous. En tout cas, on sait que on représente aussi des personnes qui sont considérées comme étant en bas de l'échelle et que c'est un peu aussi les dernières personnes auxquelles on pense quand on prend des décisions notamment dans le cadre d'une éventuelle conciliation avec le comité d'organisation. Donc peu d'espoir de notre côté, beaucoup de craintes, et surtout nous on ne sait pas comment on va pouvoir rebondir face à une précarisation inévitable que vont amener ces JO. Merci June. Nous, du coup, au niveau des personnes vraiment en rue, le message peut-être qu'on aimerait faire passer, le dernier en tout cas, c'est le fait que les personnes qu'on accompagne, il faut vraiment le comprendre, sont exclues d'à peu près tout.
et n'ont pas accès aux droits auxquels elles pourraient prétendre. Je pense par exemple au droit à l'hébergement, c'est un droit qui est inscrit dans la loi, au droit au logement, au droit à la santé. Tout ça, c'est des droits vraiment auxquels elles ne peuvent pas avoir accès. Et on a l'impression avec ces JO que vraiment le dernier droit que ces personnes avaient, c'est-à-dire le seul fait de vivre à la rue ou dans une tente ou même parfois par terre sans rien, va leur être interdit dans le sens où on va systématiquement leur demander du coup de se déplacer de leur lieu de vie, d'aller ailleurs, etc. Donc voilà, nous ce qu'on demande à minima, et ça serait la moindre des choses en termes de dignité humaine, c'est de laisser les personnes avoir ce dernier droit qui est celui d'occuper un petit bout de l'espace public. Merci Guillemette. Emilou? Et du coup, mon dernier message, il est peut-être double un peu. Je sais que j'ai pas mal parlé de chiffres, mais j'aimerais bien aussi comme juste redire que du coup, cet impact-là, quand on dit 40 000 repas qui ne pourront pas être distribués à l'hôtel de ville, ou 3 000 places d'hôtel social, ou 4 100 personnes expulsées de lieux de vie informels en raison des JO, en fait, derrière ça, c'est vraiment à chaque fois des individus. C'est un jeune un jeune mineur qu'on croise en maraude et qui nous dit que lui, pour pouvoir réussir à avoir à manger, déjà maintenant, il doit se mettre à mendier pour pouvoir recevoir un sandwich pour la journée. Déjà maintenant, et on parle d'un mineur. On parle aussi du coup par exemple d'une famille qui nous avait témoigné, donc qui était sur un lieu de vie qui a été expulsé en raison des JO et qui nous témoignait que le diagnostic avait mal été fait, qu'elle avait tous ses rendez-vous ici, mais que maintenant on lui disait soit vous montez dans le bus qui vous amène je sais plus dans quelle ville, à Besançon, soit vous êtes à la rue. Et cette femme, elle avait un enfant et un mari, et donc pour elle le choix était désormais cornélien. Donc c'est vraiment toutes ces personnes-là qu'il faut avoir en tête quand on parle d'avoir des JO solidaires, inclusifs et exemplaires. Comment est-ce qu'on peut avoir des JO si en même temps, qui soient solidaires si en même temps on laisse ça passer? Et du coup, la deuxième partie de ce message, c'est n'abandonnons pas, restons quand même toutes et tous concernés, parlons-en autour de nous, exigeons des demandes et des garanties de la part de l'État, de la part du COJO, et en tout cas, avec le revers de la médaille, tant qu'on n'aura pas eu ces garanties et qu'on n'aura pas été satisfait des réponses qu'on aura eues, on continuera à se mobiliser, à avoir encore plus d'associations, encore plus d'actions, encore plus de présence dans les médias, pour finalement qu'on puisse avoir ces garanties-là pour les personnes précaires et à la rue. Oui. Merci beaucoup. Et surtout, vous êtes invité à nouveau pour nous dire l'évolution du collectif et des choses, j'espère, des petites choses qu'on peut gagner d'ici juillet prochain. Du coup, merci beaucoup de votre présence. Merci aux associations du coup Médecins du Monde Accept SD. Si vous avez perdu les débuts de cette émission, je vous rappelle que vous pouvez les récupérer en podcast. Je vous laisse avec une petite pause musicale. On revient tout de suite après. Mali Senegal, what he said, the music, yeah. Yo, Sidiki, yeah. Yo, what he said, yo. Fankola. I am one of the Yoma, Kakekelene, what he say, yo. Senegal, baby, baby. Someone get the big line. They say, I'm finna get them on the I am one of the Yoma, Kakekelene, what he say, yo. Senegal, baby, baby. Wow, wow. And I want to avancer, what he laisse les parler. I don't want to avancer, Sidiki laisse les parler. And I want to avancer, what he laisse les parler. I don't want nada, Sidiki alhamdulillah. Man bañuma, ku may sedd ci gaalu xañ, waaye bu ma ci fekk. Añu dem saraba ba ma ko sëkkal ma, kala jula sangoy tubaka mamina kampere te jula. Sidiki kontaan naa, man bég naa, Sidiki jabaate maa ngi la ñëw. I am one of the Yoma, Kakekelene, what he say, yo. Senegal, baby, baby. They say, Get the big line.
utese dakanina. No, 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 utese. Jamatigi yabe dakanina wali. No, 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 utese. Alama ilala, alhamdulillah. Alama ilala, alhamdulillah. Ayapolo di doma, kakekelele, wali seyo, Senegale baby fe. Ayapolo di doma, kakekelele, wali seyo, Senegale baby fe. Et vous êtes toujours à l'écoute de Vivre avec les VIH. On revient à l'antenne après cette belle rencontre avec le collectif Les Revers de la Médaille pour les JO 2024. Je vous conseille de le récupérer en podcast si vous avez perdu le début de cette émission. Mais là, vous reconnaissez le générique, c'est le moment des annonces du cœur. Les annonces du cœur. J'arrêterai jamais de vous rappeler qu'il s'agit d'une petite rubrique que nous avons sur notre site comitedesfamilles.net. Vous allez à l'anglais annonce. Il faut juste s'inscrire avec une adresse mail valable et là vous aurez accès à tous les messages écrits pour rencontrer l'âme sœur. Je vous conseille d'écrire un message le plus possible clair ou avec où vos désirs, vos perspectives du futur sont bien clair pour la personne qui peut lire ce message et l'entendre et vous répondre parce qu'elle est intéressée vraiment par vous. Vous avez les mêmes objectifs dans la vie, que ce soit les mariages, que ce soit une rencontre d'amitié, etc. N'hésitez pas. Et le premier message, ça sera validé par nos soins et après vous pourrez chatter en toute liberté. Comme d'habitude, je vous lis quelques petits messages. Bonjour, chères toutes. J'ai fait cette annonce dans l'optique de trouver une femme pour la vie. Jeune homme de 39 ans, 1m86 pour 85 kg. Physique athlétique, teinte légèrement claire, présentable, bosseur et très ambitieux. Je vis en Belgique et d'origine de l'Afrique de l'Ouest, chrétien pratiquant, mes critères de recherche. Femme vivant en Europe ou en Afrique. Ensuite, chrétienne, pas d'enfant ambitieuse, ayant des projets. Si tu te retrouves dans mes critères, viens m'écrire. Homme de 57 ans, brun, origine franco-marocaine, charge virale indétectable, situation stable et sérieuse, souhaite rencontrer une femme de 35 à 50 ans pour une relation plus si affinité à toute femme intéressée. Merci de me contacter, à très vite. Bonsoir, je vis à Yaoundé au Cameroun. Âgé de 43 ans, souhaiterais rencontrer une femme âgée de 46 ans ou plus partout dans le monde francophone. Merci.
Bonjour, homme dans la quarantaine, je recherche une femme qui sait réellement ce qu'elle veut et qui veut objectivement avancer vers la vie de mariage. Et nous arrivons aux dernières petites infos de la semaine. Ces dernières 40 ans, à travers les événements liés au VIH. C'est ça, le cœur d'une expo, relire les grands événements politiques, médiatiques, médicaux et artistiques à la lumière de l'épidémie jusqu'au 4 février au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Dès l'apparition du VIH, pour terminer avec la dernière complète guérison d'un nouveau patient 2023, les arts que vous trouverez dans cette exposition varient entre les arts plastiques et la danse, sans oublier la littérature et le cinéma. Dans ces voyages dans le temps s'entremêlent les vidéos, les sons, les œuvres d'archives et les faits politiques. Tout est mis en relation. Et ainsi jusqu'à nos jours et au traitement qui permet une vie quasi normale avec les VIH, surtout à ne pas rater. Et venons à un ouvrage qui s'appelle Les sida en Tunisie, écrit par le professeur Sofiane Boudiba. Les sida en Tunisie analyse critiquement les réponses apportées par le gouvernement et la société civile à la diffusion du VIH. Professeur de démographie à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, le professeur Boudiba est aussi consultant international aux Nations Unies. L'atout de cet ouvrage demeure dans les connaissances directes que les sociologues ont pu récolter grâce à de nouveaux travaux de terrain conduits pour les comptes d'organisations internationales. Les premiers chapitres du livre rentrent dans les détails de la pathologie et de son histoire. La suite est dédiée au contexte de l'épidémie dans le monde arabo-musulman. La deuxième partie de l'ouvrage est entièrement dédiée à la Tunisie. Tout d'abord, il passe en examen les communautés les plus vulnérables face à l'épidémie, mères séropositives, migrants homosexuels, travailleurs du sexe et toxicomanes. Ensuite, il analyse la réponse de l'État et de la société civile. Une place très importante, à son avis, est tenue par les discriminations liées à toute forme de pathologie liée à la sexualité. Et une dernière info pour aujourd'hui, l'ONU-SIDA ferme son bureau régional au Caire. Dans une tribune apparue sur Lancet HIV, un groupe d'acteurs communautaires de la région dite MENA, Middle East et North Afrique, demandait à l'ONU-SIDA de revenir sur sa décision de fermer son bureau régional au Caire. La rédaction de VIH.org a ainsi joindre la fondatrice de l'association de lutte contre le sida au Maroc qui dit: avec l'appui du bureau régional, les directeurs pays de l'ONU-SIDA nous a apporté un soutien précieux dans la défense des droits des populations clés criminalisées au Maroc, comme dans tous les pays de la région MENA. C'est avec cet appui que nous avons obtenu que des représentants des populations clés siègent au comité de coordination Maroc du Fonds mondial, que le Conseil national des droits de l'homme recommande le respect de leurs droits. Être rattaché à une autre région nous privera de ce levier. En effet, l'ONU-SIDA a des bureaux dans certains pays de la région. Perdre l'un d'eux prive la communauté d'un lieu où les acteurs de la société civile à une position faible dans leur environnement national pouvaient s'exprimer, faire vivre des réseaux et garder les liens avec les communautés internationales, écrit France Alert, sociologue. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Vivre avec les VIH d'aujourd'hui.
Rendez-vous sur notre site pour réécouter le podcast ou rendez-vous sur l'un de nos 16 radios partenaires. Merci beaucoup toujours à Fréquence Paris Pluriel à Paris, la radio dans laquelle nous enregistrons cette émission. Et rendez-vous à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.